Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, nous faisons une mise à jour avec Lasha Kasradze, officier de liaison à l'Université d'État de Sukhumi, résident aux États-Unis. Lasha, bon retour parmi nous. Merci Pascal, plaisir d'être de retour. Lasha, nous voyons en ce moment plusieurs phénomènes dans la politique mondiale dont j'aimerais discuter avec toi. Nous avons dit, cadrons cela comme ce que nous pourrions appeler la fin du mythe ou des mythes qui sont en train d'être dissipés sous nos yeux. En ce qui concerne les relations internationales et le fonctionnement du monde, qu'en penses-tu? Pour toi, quel est le plus grand mythe qui est en train d'être brisé en ce moment, celui qu'il sera impossible de reconstituer? Merci pour cela, Pascal. Oui. Eh bien, tout d'abord, disons simplement que le mythe a été déconstruit, pour ainsi dire. Le mythe de l'après-guerre froide dans le monde non occidental, le Sud global, les BRICS, je pense qu'il est juste de dire qu'il a été remis en question et déconstruit. Donc, tu veux dire le mythe de l'ère post-guerre froide ou le mythe de l'ordre international libéral? Exactement. C'est bien cela. Le libéralisme institutionnel de l'après-guerre froide, l'hégémonie libérale, la promotion de la démocratie, avec son apogée, en quelque sorte, sous l'administration Bush, tout cela, je pense, a été redécouvert comme n'étant, en fin de compte, rien d'autre que du vent, du remplissage, dans une large mesure. Il y a certes de bons éléments là-dedans, peut-être que l'intention était bonne, mais je pense qu'il est apparu que des idéologues, une idéologie, le néoconservatisme et les praticiens de cette vision du monde ont détourné ces bonnes idées pour en faire une politique étrangère grotesque, guidée par l'idéologie, qui a atteint aujourd'hui un degré d'absurdité que nous constatons, se traduisant, par exemple, à Bruxelles, sans parler bien sûr de Washington, que je qualifierais d'origine de tout cela. Mais nous assistons à ces événements presque comiques, où ils s'effondrent essentiellement sous leur propre poids, poussés par l'idéologie, une perte totale de bon sens et de rationalité. C'est une situation très triste à observer. Et ce qui la rend encore plus triste, c'est que vous savez, le monde a déjà été témoin de massacres motivés par l'idéologie. Le continent européen a traversé 2 guerres mondiales, mais pas en temps de paix. Pas à un moment où tout cela était censé être terminé. C'est là le problème. C'est la tragédie de toute cette affaire. Et tu dis que c'est comique, mais c'est comique sans être drôle, n'est-ce pas? C'est juste une mascarade, une mise en scène destinée dans une certaine mesure à nous divertir et à maintenir les masses tranquilles, mais aussi à préserver une image qui, il y a 30 ans, pouvait encore sembler crédible et qui ne l'est plus aujourd'hui. Je lisais justement que la BBC subit en ce moment une forte pression parce qu'un mensonge a été démenti. Et en lisant ça, je me suis dit, oh tiens, parle-t-il du mensonge sur Gaza, des mensonges sur l'Ukraine? Non, non. Apparemment, c'est le mensonge selon lequel ils auraient monté une vidéo sur Donald Trump, la faisant paraître comme s'il avait dit des choses le 6 janvier qu'il n'a en réalité jamais dites. Et je me dis d'accord, donc ce sont ces mensonges-là qu'on dénonce, les mensonges à propos d'autres menteurs au sein du même système. Ça me sidère de voir ce qui passe désormais pour une déconstruction du récit. Et je me demande si nous ne sommes pas, encore une fois, pris dans une bulle narrative en Occident, simplement en train de passer d'une bulle à l'autre, de l'ordre libéral international à la bulle Trump, tandis que l'Occident reste enfermé dans sa propre petite façon de penser. Qu'en penses-tu? Je crois d'ailleurs que j'ai entendu parler de cette histoire en passant. Il me semble que les hauts responsables de la BBC ont démissionné.
2 dirigeants ont apparemment été licenciés à cause de reportages sur Trump. Pas sur Gaza, pas sur l'Ukraine, pas sur le Venezuela, rien d'autre, seulement M. Trump. Nous ne pouvons tout simplement pas concevoir l'idée qu'il y ait quelqu'un à Washington qui remette réellement en question le système. Ils ne peuvent tout simplement pas l'accepter, à moins que ça ne corresponde à leur manière uniforme de voir le monde, en pointant du doigt tout le monde, en leur disant comment être démocratique ou de meilleures personnes, de meilleures sociétés. Ils ne toléreront rien d'autre que cela. Donc, votre dernier point, dernière question. Mon dernier point est le suivant. Assistons-nous, selon vous, à l'émergence d'un nouvel ensemble de mythes, une nouvelle manière pour l'Occident de s'occuper de lui-même, en ignorant les véritables transformations en cours. Je veux dire, regardez la Géorgie, d'où vous venez. La Géorgie a traversé une période d'apprentissage très intense pour comprendre ce qu'est réellement l'Occident, n'est-ce pas? Elle a commencé en quelque sorte comme une petite Ukraine, menant une guerre par procuration avec la Russie, puis elle a appris à dire non, sans pour autant déclarer « nous allons rejoindre les Russes ». C'est comme si la Géorgie avait dû passer par un moment d'apprentissage très profond, non pas une introspection, mais une recherche d'approche, pour comprendre comment gérer le fait qu'on ne peut pas faire confiance à l'Occident, tout en ne voulant évidemment pas se jeter dans le camp de quelqu'un d'autre. Comment pensez-vous que ces pays essayent de naviguer dans cette situation aujourd'hui, ou du moins ceux qui ont été confrontés à ce type de défi? Oui, c'est une grande épiphanie, si l'on peut dire, une prise de conscience majeure qui s'est produite en Géorgie. Très brièvement, pour revenir à ton point initial, l'Occident finira-t-il par comprendre ce qui se passe, ce qu'il a fait, ou s'effondrera-t-il sous le poids de sa propre mythologie, en se mentant d'abord à lui-même? Je pense que s'ils continuent ainsi, ils vont droit vers une énorme humiliation. Tu sais, Donald Trump, il essaye, mais il est entouré du type traditionnel de démagogie qu'on trouve à Washington. On pourrait dire qu'il devrait réagir plus fermement, mais c'est un tout autre débat. Malgré tout, il a essayé, que ce soit pour Israël-Palestine ou pour la Russie-Ukraine. Mais maintenant, on voit bien comment il a été entraîné dans tous les sens, même dans l'hémisphère occidental, dans le voisinage des États-Unis, vis-à-vis du Venezuela. Donc oui, vous savez, encore une fois, pour répondre à votre question, je pense que l'Occident va continuer à trébucher sur sa propre folie, si l'on peut dire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'y a pas d'autre voie que d'affronter la réalité. Ce qui se passe maintenant concernant la Géorgie, en ce qui concerne la Géorgie, ironiquement, je sais que John Mearsheimer désigne 2017 comme le début de la fin, ou la fin du moment unipolaire, du monde unipolaire. Et sans vouloir corriger le professeur Mearsheimer, je dirais que la Géorgie l'avait en réalité compris dès 2008, après que la Russie a envahi la Géorgie et a presque mis fin à la nation et à l'État géorgien. Si Poutine avait poussé cette politique plus loin, je le répète souvent, la Géorgie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existerait pas. Alors, en bref, c'était en 2008, et d'ici 2012, ça a pris environ 3 à 5 ans. Mais ensuite, petit à petit, ils ont commencé à sortir de ce monde imaginaire. Avec l'arrivée au pouvoir du rêve géorgien, ils ont commencé à comprendre que quelque chose n'allait fondamentalement pas, et que cela ne pouvait plus durer. Faire comme d'habitude signifiait écouter, vous savez, les Victoria Nuland de ce monde, les John McCain de ce monde, être poussé à s'opposer à la Russie d'une manière très cynique, très condescendante. Allez vous battre, nous sommes avec vous. Vous savez, toute cette expression « la liberté n'est pas gratuite » a été utilisée d'innombrables fois en Géorgie pour leur montrer que, eh bien, regardez, des gens meurent,
pour la liberté. Tu sais, donc pour revenir au point de départ, nos déclarations d'ouverture, oui, c'était un mythe. C'était la création, la fabrication de mythes et de récits, selon lesquels, tu vois, le courageux establishment de Washington se tient aux côtés de la Géorgie, ce petit pays face à la méchante Russie, avec cette approche extrêmement fondée sur les valeurs, entre guillemets, fondée sur les valeurs. Parce que les gens qui prêchent les valeurs et la démocratie se moquaient bien de savoir si ces valeurs avaient réellement été consolidées en Géorgie. Et maintenant, nous savons que le seul facteur de motivation derrière tout cela était de voir s'il pouvait affaiblir la Russie en poussant la Géorgie à s'opposer à Moscou. Évidemment, dès le départ, c'était une stratégie insensée. Cela n'aurait jamais pu fonctionner. On a essayé cela depuis des siècles. Cela a été tenté, vous savez, quelques années avant la Révolution russe, pendant la Révolution et après celle-ci. Vous savez, depuis la Grande-Bretagne, cette peur traditionnelle que la Russie s'empare du bien le plus précieux de la Grande-Bretagne, l'Inde. Toute cette agitation autour de l'Afghanistan, le soi-disant grand jeu où la Grande-Bretagne a essayé de soutenir l'Empire ottoman alors en déclin, menant finalement à la guerre de Crimée. Vous savez, tout cela, peut-être pas de manière parfaitement uniforme, mais dans l'ensemble, le calcul stratégique de l'Occident a toujours été de créer une certaine vulnérabilité autour de la périphérie de la Russie impériale, puis de la Russie soviétique. Et cela n'a pas fonctionné. La grande vision de Zbigniew Brzezinski était de détruire la Russie, ou peut-être que détruire est un terme trop simpliste. Disons plutôt affaiblir la Russie. Cela s'est également révélé être un échec. Son soutien à l'Afghanistan, par exemple, il avait bien compris que l'Eurasie était l'endroit stratégique si l'Occident collectif, et en particulier les États-Unis, voulait maintenir sa primauté. Mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. La Russie n'a pas disparu. Elle reste une grande puissance nucléaire, le seul pays sur la planète capable de dévaster les États-Unis continentaux en cas d'échange nucléaire. Et le reste, écoute, le reste n'est que du bruit. Le reste, c'est ce que nous avons dit au début de cet enregistrement. Cette création de mythe, il devait justifier la Russie. Sans aucun doute, l'Occident collectif a vaincu l'Union soviétique. Et il l'a fait parce que, soyons honnêtes, il y avait de meilleures idées. D'accord? Ce n'est pas que le capitalisme ou le communisme, quelle que soit leur apparence sur le papier, étaient parfaits. En réalité, matériellement et dans la pratique, l'Occident a gagné. Leurs idées ont en quelque sorte triomphé. Mais ensuite, les choses se sont dégradées. L'Amérique, à mon avis, a tout gâché en ce qui concerne le maintien de cette immense légitimité après l'effondrement, après la victoire de la guerre froide. Nous pouvons maintenant revenir à la Seconde Guerre mondiale et parler, en quelque sorte revenir à Staline, si vous voulez, revenir à Lavrenti Beria, si vous voulez, de la manière dont ils ont été extrêmement stratégiques avec Roosevelt, qui était, à mon avis, un président génial, l'un des plus grands que les États-Unis aient jamais eu. Ces deux hommes tenaient à maintenir, et ils comprenaient que l'Union soviétique n'aurait pas pu conserver sa parité avec les États-Unis et l'Occident collectif. Parce qu'au bout du compte même, vous savez, je ne plaide pas ici pour Staline, ni ne le défends, mais ce que je dis, c'est que cet homme avait une vision stratégique, et il est considéré comme l'un des plus grands hommes politiques ayant jamais existé. Il avait compris que l'Union soviétique devait construire des ponts avec Washington plutôt que de les détruire. Et cela avait été compris juste après la guerre froide. Beria l'avait compris. Lavrenti Beria l'avait compris. Et Roosevelt l'avait compris. Puis arrive, vous savez, cet homme très simple appelé Harry Truman,
Et il était probablement le premier néoconservateur, diriez-vous. Après la Seconde Guerre mondiale, il détestait simplement le communisme. Et sa terminologie et sa vision du monde simpliste se mettent à crier « Russie rouge », ce qui déclenche cette panique. Et à partir de là, tout part en vrille, si l'on peut dire. En d'autres termes, tout ce jeu stratégique où ces deux géants auraient pu s'entendre sur les plans économiques et politiques est parti en fumée. Je tiens simplement à souligner ce point, car beaucoup de gens tiennent pour acquis que la guerre froide devait forcément devenir la guerre froide, parce que c'était évident, le capitalisme contre le communisme. Non, non, ce n'était pas le cas. Le meilleur exemple que ce n'était pas évident, c'est qu'en 1944, lors de la célèbre conférence de Bretton Woods qui a restructuré l'économie d'après-guerre, savez-vous qui était présent? L'Union soviétique et la Yougoslavie. Il existe cette belle photo de John Maynard Keynes discutant avec ses collègues de Yougoslavie et de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Et l'idée, en 1944, était de créer une structure d'après-guerre, une structure économique qui inclurait tout le monde. Donc il n'était pas du tout évident que ce soit la suite logique des événements. Ce fut en réalité un véritable choc lorsque, en février 1947, et certainement dès 1948, il devint clair que cette nouvelle grande confrontation était en train d'émerger. Et en fait, ceux qui ont travaillé sur ou proposé des moyens de l'éviter furent les soviétiques, qui avaient suggéré une Allemagne réunifiée et neutre dès 1952 ou 1953, les notes de Staline. J'ai de bons collègues autrichiens qui disent « Oh, mais tout cela n'était qu'une mascarade ». Ils n'en avaient pas l'intention, car nous n'avons aucun document prouvant qu'ils s'y étaient préparés. Mais il y en a d'autres, comme Michael Geyer, qui a écrit un livre de 1300 pages en allemand, soutenant de manière très convaincante que non, ils y croyaient vraiment. Je veux dire, c'était une stratégie, une parmi d'autres, une qui au final n'a pas pu l'emporter, parce que ceux qui voulaient construire des ponts ont perdu face à ceux qui disaient « nous avons besoin d'un mur ». Et l'idée du mur a finalement gagné, même si nous avions des parties poreuses, n'est-ce pas? Nous avions des régions en Europe où la construction de ponts a fonctionné. L'une d'elles étant bien sûr l'Autriche, qui en 1955 a été neutralisée avec succès et jusqu'à aujourd'hui vit heureuse et prospère, et ainsi de suite. Nous avions essentiellement neutralisé la Finlande, qui a réussi à être à la fois partie prenante de l'Occident, tout en servant de garant de sécurité à l'Union soviétique. Donc nous avions ces parties de l'Europe, mais le grand point de friction, l'Allemagne, est devenu un mur au lieu d'un pont. Et c'est aussi l'une de ces fabrications mythiques, et c'est, n'est-ce pas, cette illusion selon laquelle ces systèmes devaient forcément s'affronter. Non, ce n'était pas une fatalité. Non, il n'y avait aucune nécessité derrière cela. C'est exact. Il n'y avait aucun déterminisme, aucun environnement déterministe qui aurait pu laisser penser que les choses devaient se passer ainsi. Vous savez, l'exigence de neutralité de l'Allemagne émanant du Kremlin à l'époque était simplement « Pourquoi ne pourrions-nous pas la comparer à ce que Poutine demandait pour l'Ukraine? Nous devrions faire cette comparaison. » Je veux dire, c'est en fait très très similaire. Et n'oublions pas qu'à ce jour, et nous enregistrons ceci le 11 novembre 2025, les Russes exigent toujours la neutralité de l'Ukraine, car ils affirment qu'elle ne peut pas faire partie de l'OTAN. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle ne peut simplement pas être notre ennemi. Elle n'a pas besoin d'être notre meilleur ami. Elle ne peut simplement pas être notre ennemi. Et c'est quelque chose que l'Occident n'est pas disposé à accepter, parce que ça ne rentre pas dans ce cadre du nous ou eux. Et souvenez-vous, avant 2014,
Personne ne parlait de faire cela à l'Ukraine. Personne ne savait même où se trouvait l'Ukraine. En d'autres termes, pour revenir à votre point, il n'y en avait pas besoin. L'Ukraine aurait pu survivre comme une nation européenne intacte de 50 millions d'habitants, avec une économie parmi les plus riches de la région. Elle possédait un immense complexe industriel et économique, hérité de l'époque soviétique, qui aurait pu être réaménagé et modernisé pour s'adapter au développement économique contemporain de l'Occident. Mais non. En d'autres termes, le fait est qu'il n'y avait ni besoin, ni nécessité, aucune menace stratégique émanant de Moscou qui aurait pu représenter un danger existentiel pour les alliés de l'Amérique, pour le continent européen ou pour Washington. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui s'est passé en temps de paix. Et c'est ce qui est ironique et tragique à ce sujet. Écoutez, on peut tous dire d'un autre côté qu'il y avait la paix avant la Première Guerre mondiale ou avant la Seconde, n'est-ce pas? Par exemple, il n'y a aucune garantie quant à ce que les peuples ou les dirigeants feront. Ils peuvent se justifier eux-mêmes jusqu'à la catastrophe, si l'on veut. Si l'on part de la thèse selon laquelle les États sont rationnels, bien sûr ils le sont, mais ils peuvent aussi se rationaliser jusqu'à la catastrophe. Et nous avons eu la Seconde Guerre mondiale à cause de cela, 2 guerres mondiales sur le continent européen. Alors oui, tu sais, oui, dans une large mesure, peut-être que le monde est condamné à la tragédie, aux guerres et au chaos. Mais je pense simplement que dans l'ère post-guerre froide, dans l'ère post-Union soviétique, quand cette idée de l'Amérique comme puissance bienveillante était censée proposer un meilleur plan, une meilleure vision, eh bien ces choses ne se sont révélées meilleures que sur le papier. Parce qu'en réalité, ils avaient des intentions très malveillantes, ou plutôt malignes, envers quiconque pourrait les défier. Et nous savons, en regardant l'histoire de l'Amérique, que c'est un pays qui ne peut pas tolérer, qui ne supporte pas la montée potentielle d'un quelconque hégémon. Mais oublions l'hégémonie. C'était aussi une haine viscérale de Moscou, de la Russie. Peut-être même, je ne veux pas paraître, vous savez, ethno-raciste ici, mais c'était peut-être une haine du monde slave. Et cela a un précédent dans l'histoire. Ce n'était pas seulement la peur qu'un autre dictateur de type soviétique prenne le contrôle du Kremlin après, disons, les 2 idiots, Gorbatchev et Eltsine. Cela avait très peu à voir avec la crainte que la Russie se relève et représente à nouveau une menace stratégique de type soviétique. Mary-Elise Sarot a écrit un excellent livre à ce sujet, Not One Inch, signifiant pas un pouce vers l'Est, tout le mensonge de l'expansion de l'OTAN imposée à la Russie. Et vous savez, on peut y voir que la Russie était à genoux. Il y a un passage de James Baker où il dit avoir été choqué que Eltsine lui raconte comment, pendant les premières années après l'effondrement de l'Union soviétique, les codes nucléaires circulaient avec une grande désinvolture. Eltsine lui a dit qu'il devait être la dernière personne, si je me souviens bien, après que ses généraux lui aient apporté la mallette. Il devait bien sûr suivre certains protocoles. Et James Baker, en écoutant cela et en s'en souvenant dans ses mémoires, raconte à quel point il a été choqué. Voilà à quel point la Russie était devenue décrépite. Voici à quel point la Russie est devenue désorganisée et véritablement dégradée après l'effondrement de l'Union soviétique. Au point qu'un président ivre raconte à un ancien ennemi, un adversaire stratégique capitaliste et nucléaire, comment les codes nucléaires sont gérés à Moscou. C'est une lecture fascinante. Mais le fait est que la Russie était loin de représenter le type de menace qu'elle constituait à l'époque de l'Union soviétique. Et pourtant, dès le départ, peu après la dissolution de l'Union soviétique, les faucons de Washington, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, peu importe,
s'inquiétaient déjà de la manière de maintenir la Russie affaiblie. Et tout ce programme, c'était juste une insulte à la Russie. Quand la Russie demandait à adhérer à l'OTAN, on lui a proposé une sorte de programme marginal. Je crois que c'était George Shalikashvili, le général d'origine géorgienne, qui avait proposé ce programme comme une sorte de passerelle avant que la Russie puisse être considérée comme un membre à part entière de l'OTAN. Il y avait un programme, j'ai oublié son nom maintenant. Ah oui, Partenariat pour la paix. Exact, exact. Et la Russie devait y participer. C'était une gifle. Ce programme ne signifiait vraiment rien. Oui. Bien que non, je ne sois pas tout à fait d'accord. Le partenariat pour la paix est, je pense, un exemple intéressant de la manière dont quelque chose qui repose sur une logique de paix très forte et très claire peut être détourné et transformé en son contraire. C'est vraiment fascinant. Vous avez derrière vous le dernier livre de Jack Matlock, n'est-ce pas? Jack Matlock, le dernier ambassadeur auprès de l'Union soviétique qui a maintenant 95 ans, il a écrit ce petit livre, vous savez, alors qu'il était déjà bien dans sa 90e année. C'est une lecture agréable. Il est l'un des architectes de la période d'après-guerre froide. Et il ne cesse de souligner que la guerre froide ne s'est pas terminée parce que l'Union soviétique a perdu. Elle s'est terminée parce que nous avons tous deux négocié sa fin. La guerre froide s'est achevée en 1989, lorsque nous avons décidé d'y mettre fin. Puis l'Union soviétique s'effondrit 2 ans plus tard, pour des raisons liées, mais différentes. Et il faisait partie de ceux qui, à Washington, dans les années 1990 également, faisaient du lobbying non pas pour antagoniser la Russie, mais pour construire des liens communs, n'est-ce pas? Pour permettre à la Russie de rejoindre les institutions de l'Occident, n'est-ce pas? Il y avait même l'idée que la Russie rejoigne l'OTAN. Le partenariat pour la paix devait, du moins de son point de vue, du côté modéré, la faction pro-paix aux États-Unis, devenir, vous savez, une institution d'échange, de renforcement de la confiance, d'intégration, et ainsi de suite. Au final, cela devait construire quelque chose avec différents piliers. L'OSCE en serait un, puis l'OTAN et le partenariat pour la paix en seraient un autre, une sorte de cadre commun. Mais en même temps, il y avait les néoconservateurs, les faucons, qui disaient « Non, être à genoux ne suffit pas, il faut être brisé ». Et malheureusement, c'est cette aile-là qui l'a emporté. C'est pour cela que Matlock s'est officiellement opposé à ces gens. Il a témoigné devant le Congrès, affirmant que l'élargissement de l'OTAN était une mauvaise idée. Ne le faites pas. Clinton a quand même poursuivi, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y avait bien une forme de confrontation. Mais il est vrai qu'au final, cela s'est transformé en un instrument destiné à provoquer la Russie, et le partenariat pour la paix avec la Russie a disparu. Je veux dire, le Conseil OTAN-Russie est devenu complètement dysfonctionnel parce qu'il ne pouvait plus fonctionner. Il s'est transformé en une alliance anti-russe. Et c'est là la tragédie. Des gens comme lui, et comme Jeffrey Sachs, disaient « Regardez, j'ai élaboré un plan pour sauver l'économie polonaise. Il a été mis en œuvre. J'ai élaboré un plan pour sauver l'économie russe. Ils se sont moqués de moi. Pourquoi cette autre réalité n'est-elle pas devenue réalité alors que nous l'avions sous les yeux? » Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point à propos de Jack Matlock. Bien sûr, il est indéniable que l'intention était là. Quelque chose de nouveau commençait, n'est-ce pas? La Russie sortait de son passé soviétique, et il y avait des gens bien intentionnés à Washington. Je suis convaincu, et nous avons des documents pour le prouver, qu'ils voulaient réellement collaborer avec la Russie. Mais ensuite, je dirais, typique de l'hypocrisie ou de la propagande occidentale, cette bonne intention. On se souvient quand Zelensky a dit « Écoutez, nous ne voulons aucun problème avec Poutine » quand il venait d'arriver à la présidence. Oui. Et on lui répondait « Oh bien sûr, aucun problème. » Mais ensuite,
je ne sais pas, 48 heures plus tard, pour ainsi dire, un appel arrive et dit « N'y pensez même pas ». Voilà. C'était le temps de paix, tout allait bien. Zelensky n'est pas arrivé en disant immédiatement « Vous savez quoi, je suis maintenant le président de l'Ukraine. Je sais que l'Amérique me protégera, alors je vais aller provoquer la Russie. » Après Yanukovych, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il voulait en réalité la paix avec la Russie. Et donc, oui, je veux dire, l'intention était là, et même aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent répandre la démocratie dans le monde entier, et que le monde suivra cette sorte de théorie de la paix démocratique. Il y a des gens bien intentionnés, j'en suis sûr. Et je pense que Jack Matlock, l'un des plus grands légendes encore en vie, si vous voulez mon avis, fait partie de ces personnes. J'ai eu l'honneur de l'accueillir à Tbilissi pour le forum. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, les choses tournent toujours vite, de façon grotesque, au désastre. Il se passe quelque chose où, oui, l'idée d'une prise de pouvoir Désolé, mais c'est vraiment un point sur lequel nous devons nous pencher. Parce que d'un côté, nous avons des gens comme Matlock, Sachs, et des réalistes comme Mearsheimer. Même si Mearsheimer n'était pas si proche du processus décisionnel, Sachs et Matlock, eux, l'étaient. Et puis il y a le récit, n'est-ce pas? Le récit selon lequel tout cela serait une tentative bienveillante de mise en œuvre de la liberté, de défense de la liberté. Ce récit persiste. Le mythe persiste un peu comme une couche, une épaisse couche grasse au-dessus de la soupe laide de vérité qui se trouve en dessous, à savoir qu'il s'agit d'un projet hégémonique. Mais tout le monde ne veut pas de cela, n'est-ce pas? Alors la question est, pourquoi cette soupe laide finit-elle toujours par l'emporter? Et pourquoi cette couche mythique flotte-t-elle ensuite si confortablement au-dessus? Même aujourd'hui, une majorité de personnes en Europe et aux États-Unis croient que l'Ukraine défend la liberté du monde libre, ce qui est insensé, mais ils le croient. Oui, et je pense que c'est à ce moment-là que nous pouvons répondre à ces questions en utilisant essentiellement les théories dont nous disposons dans le domaine. C'est là que réside la tragédie. Je pense qu'il existe une obsession, à tort ou à raison, selon laquelle il ne peut pas y avoir de hiérarchie géopolitique ou militaire face aux États-Unis. Tout autre acteur sera toujours considéré comme un ennemi potentiel. Et pourquoi ne pas essayer de l'éliminer dès le départ, surtout lorsque les États-Unis ne perdent que très peu, voire rien, par rapport à la Géorgie ou à l'Ukraine, n'est-ce pas? La Chine, c'est une toute autre affaire. La Chine est quelque chose qui, vous savez, représente véritablement, même si Jeffrey Sachs ne serait probablement pas d'accord avec nous sur ce point. Il est célèbre pour ses désaccords avec le professeur Mearsheimer à ce sujet. Mais la montée en puissance de la Chine, oui d'accord, c'est plausible. La logique suggère qu'elle peut se transformer en une sorte d'hégémon régional agressif. Mais si l'on considère l'ensemble du système international sous l'angle où l'on ne choisit pas stratégiquement ses intérêts vitaux de sécurité nationale, on en arrive inévitablement à la situation actuelle du bloc occidental vis-à-vis de la Russie et à l'embarras dans lequel il se trouve. Mais très brièvement, je voulais mentionner, si vous vous en souvenez, Andrei Kozyrev. Il était un jeune chef de la diplomatie idéaliste et pro-occidentale sous Gorbatchev. C'est à ce moment-là que l'Union soviétique s'est effondrée et que tout le monde à Washington était ravi. Ils ne savaient plus quoi faire d'eux-mêmes. Ils ont invité Kozyrev à Paris et il a été, eh bien, je paraphrase bien sûr, mais l'essentiel de son souvenir de cet épisode est qu'il a été complètement ignoré par les diplomates occidentaux et français. L'idée et l'implication étaient qu'il ne comptait tout simplement plus. Même si l'effondrement de l'Union soviétique avait été accueilli avec enthousiasme et des discours sur la recherche d'un nouveau rôle pour la Fédération de Russie,
participer et devenir partie intégrante de l'Occident civilisé, tout cela avait disparu. Ainsi, quelques années après le début de l'administration de Gorbatchev et d'Andreï Kozyrev, il disait qu'on se jouait de lui parce que la cause était déjà perdue. Et il a compris à ce moment précis qu'il s'agissait d'un traitement vraiment insultant de la part de certains diplomates occidentaux. Je crois qu'on l'a laissé dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Ne me citez pas là-dessus. Mais il y a eu une situation où on l'a simplement laissé attendre. C'était essentiellement une gifle infligée par les politiciens et diplomates occidentaux, indiquant que la Russie ne comptait tout simplement plus, qu'elle devait être un partenaire subalterne de Washington si elle voulait seulement avoir une chance d'être un État fonctionnel dans le monde unipolaire occidental. C'est donc une partie de toute cette idée de briser les mythes, de les faire voler en éclats, un processus qui a mis plus de 30 ans à se révéler pleinement. Et les signes de cela, je dirais, ont commencé à apparaître en 2008. La folie de soutenir le régime de Saakachvili, puis de le présenter comme une sorte de nouvelle génération de jeunes réformateurs censés porter le flambeau de l'agenda de promotion de la démocratie libérale. Tout cela s'est finalement révélé être encore une fois la preuve qu'il n'y avait aucun plan de construction nationale. C'est là que les Géorgiens et les Ukrainiens peut-être se trompent. Il n'y a pas eu de programme de reconstruction nationale de type post-Seconde Guerre mondiale. C'était simplement « jouons avec ces subalternes, jouons dans le Caucase du Sud, consultons quelques livres d'histoire, voyons comment les Britanniques faisaient des affaires dans le Caucase du Sud et pourquoi, et peut-être en tirer quelques indices. » Et, vous savez, aucune puissance occidentale ne s'était jamais donné la peine d'aller dans le Caucase du Sud pour moderniser la région ou bâtir des États modernes à partir de cet espace géopolitique. N'est-ce pas? Alors pourquoi le ferions-nous maintenant? Sauf que, devinez quoi? Voilà ce qui se passe. Cet espace géopolitique offre en effet une sorte de tremplin contre la Russie, à partir duquel nous pouvons lancer, vous savez, une sorte de guerre de propagande contre elle. Nous pouvons enthousiasmer ces petits États qui ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir, leur promettre la liberté, une sorte d'adhésion potentielle au club de sécurité et économique d'élite du monde anglo-saxon, et si nous les rendons tellement enthousiastes qu'ils iront se battre contre la Russie, pourquoi pas? C'est vraiment aussi cynique que je le décris. Je ne vois pas d'autre moyen. Il n'y avait rien d'autre derrière tout cela. Ces programmes, on pourrait dire, vous savez, que l'Amérique a dépensé des millions, des centaines de millions de dollars, disons-le, pour soutenir la Géorgie, pour la moderniser. Oui, il y a eu quelques réformes, bien sûr, sous Saakachvili, comme je ne cesse de le rappeler, mais rien de comparable à ce qu'il faut réellement pour moderniser un État en développement. Et nous savons aussi ce que les États-Unis ont fait avec le Japon, après avoir compris que, à la suite de la restauration de Meiji, ils montraient des signes de devenir un État extrêmement puissant. Eh bien, l'Occident a commencé à s'y opposer. Le Japon, je pense, n'a toujours pas surmonté l'idée que l'Occident ne l'a pas accepté, même si c'est un pays asiatique qui voulait tellement faire partie de l'Occident qu'il a entrepris toutes ces réformes. Et vous le savez probablement, vous pouvez en parler mieux que moi. Mais ensuite, l'Amérique l'a en quelque sorte repoussé en disant « Hé, attendez une minute. Si nous vous soutenons au point que vous deveniez une seconde Chine, à quoi cela nous sert-il ?» Donc vous savez, c'est une approche plutôt cynique où l'on dit, on va en gros vous tenir en laisse. La Géorgie ou l'Ukraine n'étaient nulle part près d'être incluses dans cette laisse.
On pourrait dire, donnez-nous au moins cette laisse qui nous permette de nous développer, où vous puissiez nous moderniser jusqu'au point où vous diriez, hé les gars, vous êtes devenus si riches que, attendez une minute, nous ne voulons pas que vous deveniez une autre grande puissance régionale. Mais la Géorgie était loin d'être considérée comme un pays pouvant être candidat à ce genre de programme. Non, mais je veux dire, ces pays ne sont pas considérés sous l'angle de comment pouvons-nous les améliorer. On les regarde plutôt comme comment pouvons-nous les utiliser, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous tirer le maximum pour nous-mêmes de ce que nous trouvons là-bas? Et la Géorgie a toujours été cette petite épine bien commode dans le flanc de la Russie, n'est-ce pas? Un moyen de la distraire assez efficacement. Et soyons honnêtes, le Caucase, et pour la Russie, le Caucase du Nord en particulier, est une région instable, potentiellement dangereuse pour le reste. Et le Caucase du Sud, les nations qui s'y trouvent, sont quelque chose que l'on peut utiliser de manière très directe. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. La Géorgie, comme nous le disons depuis 2 ans, est celle qui a échappé. Mais celle qui, apparemment, n'a pas échappé, c'est l'Arménie. Et nous voyons le démantèlement de l'Arménie sous nos yeux, n'est-ce pas? Le processus occidental alimente la politique et les politiques en Arménie qui, si la situation ne s'améliore pas, pourrait mener à la fin de sa souveraineté. L'Arménie a déjà perdu des parties très importantes de ce qu'elle considérait autrefois comme son territoire, et elle en perd encore davantage. Elle perd le corridor de Zangezur au profit des Américains. Elle perd tout son pouvoir de négociation avec la Turquie, et elle reste sous la menace directe de l'Azerbaïdjan. Et l'Occident applaudit cela en disant « Allez-y », parce qu'il peut y mettre en œuvre ses propres plans. Ainsi, ce processus d'exploitation de tout ce que la géopolitique peut offrir ne s'arrête pas. Eh bien, 2 points à ce sujet. D'abord, ironiquement, on peut constater que sans l'Occident, sans l'Amérique, la région s'en sort, relativement parlant, plutôt bien. La Géorgie connaît une croissance économique de presque 7 à 9%. Elle s'est mise à commercer avec les puissances régionales, la Russie, bien sûr, et il s'est donc installé une paix et une stabilité très étranges en Géorgie. Donc, le point, c'est que si la politique de Washington est tenue à distance ou écartée de la région, il me semble que la soi-disant Russie draconienne et maléfique peut aussi agir de manière très rationnelle. La Russie ne se réveille pas un matin en se disant sans raison « Tiens, si j'envahissais ce petit pays, la Géorgie, pour voir si je peux me créer d'autres problèmes dans le Caucase du Sud, en plus de ceux dans quoi elle s'est déjà engagée avec l'Ukraine, même si, évidemment, la Russie est en train de gagner et tout cela. » En d'autres termes, les agents du Kremlin sont des acteurs rationnels, à moins qu'ils ne perçoivent une menace fondamentale. Encore une fois, l'OTAN, qui avant 2008 était présentée comme l'organisation qui allait s'implanter dans le Caucase du Sud, ils ne cherchent pas à provoquer des problèmes. Ils ont causé beaucoup de dégâts au début des années 1990, mais il y avait toujours une raison. Je ne le justifie pas, je ne le défends pas, mais si l'on examine la politique étrangère de la Russie dans la région, il est difficile de soutenir qu'elle ait été irrationnelle. Y a-t-il eu des erreurs? Bien sûr. Mais ce que nous savons lorsque nous étudions ce domaine, c'est que les grandes puissances sont extrêmement sensibles et qu'elles iront très loin, comme le dit Mearsheimer, pour se protéger. Aussi désordonné que cela puisse paraître, la Russie agira et elle a agi. Mais ils ne sont pas idiots. Et je dois dire que ce qui me paraît stupide, ou plutôt insultant, c'est que les gens en Occident prétendent que la Russie agit comme elle le fait, parce qu'elle déteste les démocraties et la liberté. C'est comme non, elle s'en moque complètement. Regardez la Mongolie. C'est une partie du mythe, une belle démocratie coincée entre 2 grands États, disons, autocratiques.
et aucun des deux n'en a rien à faire. Parce que cette petite démocratie joue le jeu. Elle ne représente une menace pour aucun d'eux. En réalité, elle est même assez utile entre les deux, et cela leur convient parfaitement, donc ils la laissent tranquille. Le processus local n'est pas systématiquement sapé. Alors cette obsession en Occident, penser que parce qu'ils essayent d'interférer partout, les autres feront de même, et ensuite leur attribuer des caractéristiques stupides, c'est ça, la vérité instante pour moi. C'est ça, le mythe. That's the insulting part to me, or the myth. Oui, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Le deuxième point, très rapidement, Pascal, c'était que si ce programme TRIP sous le président Trump est censé gérer ce corridor d'Angus Road, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois ce que nous disons depuis le début. Écoute, si tu viens dans le Caucase du Sud, disons à travers des projets géoéconomiques pacifiques, personne n'y voit d'inconvénient. Je ne pense pas que la Russie, bien sûr, son influence relative a peut-être diminué, mais pas en matière de sécurité, pas dans ce qui compte le plus. Dans cette région, elle n'a pas décliné. La Russie a reconstruit son économie de guerre à cause de l'Ukraine. Et qui aujourd'hui, dans son bon sens, pense que la Russie est plus faible qu'elle ne l'était, disons, avant 2014. La force de Russie semble se manifester et se ressentir dans cela plaît sur le premier signe du mythe en 2014, au moment du coup d'État. Donc l'idée que la Russie est en train de perdre le Caucase du Sud n'est qu'une autre forme d'hystérie, une hystérie sans fin, en quelque sorte. La Russie ne perd pas le Caucase du Sud. Et la Russie dira sans doute, si on lui pose la question, que si Trump arrive au pouvoir et commence à gérer le corridor de Zangezur, maintenant, si cela commence à se militariser, s'il commence à marginaliser et à s'opposer directement à l'Iran, l'allié de la Russie dans la région, alors bien sûr, nous verrons les choses atteindre à nouveau un point d'ébullition. Nous reviendrons à la case départ. Mais l'idée que, simplement parce que, avec l'aide de la Turquie, l'Azerbaïdjan devient un allié régional ou disons une puissance régionale, la Russie serait en train de perdre du terrain dans le Caucase du Sud, c'est une logique risible. Ce n'est même pas logique. Cela ne correspond tout simplement pas à la réalité. Personne n'a jamais précisé ce qu'il entendait par là. J'entends cela sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Oh, la Russie perd de l'influence. Et il y a des gens très sérieux qui, de toute évidence, ne sont pas d'accord avec cela. Mais personne n'a jamais expliqué pourquoi. Penses-tu qu'il suffise de dire que parce que Bakou, avec sa stratégie habile, s'est allié à la Turquie et a repris le Haut-Karabakh, nous devrions maintenant penser qu'elle va défier la Russie? En réalité, il existe de nombreux articles montrant à quel point Aliyev a été prudent, même après l'incident tragique, pour lequel d'ailleurs, je pensais que Poutine ne s'était pas excusé, mais en fait il l'a fait lorsqu'ils se sont rencontrés le 9 octobre, je crois. L'abattage de l'avion, oui, c'est bien cela, pour l'abattage de l'avion. Avant cela, tout le monde disait « Oh, Poutine est humilié et l'Azerbaïdjan et l'Arménie remportent la partie et la France a... » Mais Poutine est un grand stratège. Regardez simplement la dynamique de la façon dont ils ont géré la situation de Marco Rubio quand toute cette réunion a été annulée et maintenant ils sont à Budapest. Espérons qu'ils parviendront à organiser cette rencontre. Mais vous savez, oui, ceux qui pensent que la Russie n'est rien d'autre qu'une immense station-service continuent de ridiculiser Poutine, n'est-ce pas? Et pourtant, il s'avère, presque à chaque étape, que Poutine est peut-être un pas en avance, stratégiquement parlant, sur l'Occident. Sans parler de l'Europe. L'Europe est une cause perdue. Je veux dire, ils sont comme des enfants psychotiques, si vous voulez mon avis. L'achat, ce n'est pas juste pour les enfants psychotiques. Oh oui, merci. Oui, c'est pas une bonne analogie. Je m'excuse, parce que les Européens sont bien au-delà de ça. Ils courent partout comme des enfants fous.
Je ne sais pas quoi dire. Ils sont perdus. Oui. Mais tu sais, même avec Trump maintenant, et avec Marco Rubio, ils ont montré que la vision du monde de Rubio doit composer avec la dure réalité, selon laquelle la Russie a des intérêts fondamentaux en matière de sécurité. Et ces causes profondes, ce que Poutine appelle les causes profondes, ne peuvent pas être reniées. On ne peut pas revenir là-dessus. Oui. Et cette prise de conscience, à savoir que les grandes puissances se soucient apparemment de leur sécurité et de leur prestige, rend fou des gens comme Rubio à Washington, ou du moins les irrite profondément. Et donc bien sûr, si l'on prend tout cela ensemble, on voit à quel point il s'est avéré difficile pour l'administration Trump de trouver une solution, car la seule solution maintenant, c'est le gagnant rafle tout. Because the only solution now is the winner takes it. Oui, bien que ce qui n'est pas encore tranché, à mon avis, c'est de savoir si la solution est réellement recherchée ou non. Parce que nous avons toujours l'argument de Brian Berletic, qui, je pense, reste très solide. La continuité de l'agenda est un fait établi. Nous voyons simplement des différences d'approche, mais pas de changement de stratégie. Mais c'est un sujet dont nous devrons parler la prochaine fois, car malheureusement, aujourd'hui, nous devons nous arrêter là. L'achat, pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux ou voir plus de contenu de votre part, où devraient-elles aller? Eh bien, le Realist Review, l'Acura, le National Interest et bien sûr sur la Neutrality Channel, j'y ai publié quelques articles. Grâce à vous. Je les mettrai dans la description ci-dessous. Lasha Kasradze, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. C'était génial.